Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la lecture d'Anatole Lebras, Le gardien du feu. La suite. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. J'espère que vous m'entendez. Voilà, j'en étais au chapitre 9. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Chapitre 9, 30 avril. 2 heures après minuit. Comme j'achevais d'écrire ce qui précède, mon ingénieur, j'ai perçu tout à coup des bruits étranges, le galop d'une espèce de chevauchée aérienne dans les profondeurs tranquilles de l'espace. Et, presque aussitôt, une nuée de spectres ailés, pareils à des hippogriffes, est venue s'abattre avec fracas contre le vitrage de la lanterne. J'ai cru un moment que le verre, malgré son épaisseur, volait en éclats. Vite, j'ai jeté là ma plume et franchi la porte de la galerie. Que des goélands attardés, que des troupes d'oiseaux migrateurs se heurtent de la sorte aux étages supérieurs du phare, rien n'est plus fréquent. Au changement de saison, en automne et au printemps surtout, c'est chose coutumière, sinon quotidienne. Que de fois, en procédant au nettoyage du matin, ne m'est-il pas arrivé d'avoir à éponger de larges éclaboussures de sang, des touffes de duvet, des débris de cervelle. On recueille même des cadavres entiers, et je me souviens par exemple que le soir de Noël, il nous tomba du ciel 2 oies sauvages qui nous firent un succulent réveillon. Mais tout à l'heure, cette trompe de fantômes, cet assaut si furieux que la lanterne en avait tremblé, ces démesurés battements d'ailes, ces cris enfin, ces croassements d'épouvante et de douleur, cette agonie tumultueuse et farouche, jamais encore, en mes 7 années de phare, il ne m'avait été donné d'être témoin d'un semblable spectacle. Et, lorsque je me trouvais dehors, mon saisissement ne fit que s'accroître. Un tourbillon de formes apocalyptiques que notre flamme verte et rouge teignait fantastiquement de sa double lueur menait au-dessus de ma tête une ronde infernale. À mes pieds, sur les dalles de la galerie, d'autres formes gisaient à demi râlantes, essayant de dresser leur cou, ramant des pattes, le bec désespérément ouvert, les yeux déjà stupéfiés par la mort. C'étaient, autant que j'en pus juger, des fous blancs, mais d'une taille monstrueuse et d'une variété inconnue à nos climats. Depuis des semaines sans doute, ils étaient en voyage, fuyant les soleils du sud, remontant vers les terres plus fraîches du septentrion. Eux aussi, le terrible rat leur aura été fatal. J'ai lancé par-dessus la balustrade les morts et les blessés. Alors seulement les valides qui planaient autour du phare ont cessé leur vacarme effroyable et leur sarabande de damnés. Je les ai vus, au nombre d'au moins 200, se réorganiser en phalanges et reprendre leur vol. Un d'eux, en partant, m'a souffleté le visage du bout de son aile. Je me suis rappelé le soir de mon arrivée à la pointe, cet autre fou, sinistre qui nous frôla, et le brusque sentiment de détresse qui me fit presser à d'elle sur ma poitrine, d'un geste éperdu. De l'opération que je viens d'accomplir, il m'est resté du sang aux mains. Et je m'aperçois que j'en ai taché cette page. Ne vous en offusquez pas, je vous prie, mon ingénieur. Ce n'est que du sang d'oiseau. Et voici donc quelles furent les paroles de Lilienne. Elle les eut gravées au couteau dans le vif de ma chair, qu'elles ne me fussent point demeurées en traits plus aigus. Votre femme devant Dieu est la femme du gardien Louarn devant le diable, monsieur Dénès. Ce n'est pas, je pense, avec votre permission. Mais il y a près d'1 an que ce scandale dure. Il n'est que temps que vous le sachiez, avant que la rumeur s'en répande. J'ai hésité jusqu'à ce jour à vous avertir. D'ailleurs, toutes les fois que je vous cherchais, vous vous détourniez de moi. En fin de compte, hier, j'ai consulté 5 onogans. J'ai posé une coque d'œuf sur l'eau de sa fontaine. Konogan. La coque a vogué droit à la statue du saint. C'était signe qu'il fallait, coûte que je parle. Ma conscience sera désormais en repos.
j'ai parlé. Je m'étais croisé les bras et je la regardais d'un œil hébété, sans comprendre. Ma femme, le diable, Saint-Conogan, la coque d'œuf, tout cela sautait, zigzaguait, s'enchevêtrait dans mon entendement comme ces petits points lumineux qui nous vous dansent dans les prunelles lorsqu'on passe du plein jour à une complète obscurité. Puis, brusquement, comme dans la déchirure tragique d'un coup de foudre, je vis clair. Ainsi, murmurai-je en baissant instinctivement la voix, comme si les mots qui allaient sortir de mes lèvres eussent été susceptibles, prononcés tout haut, d'anéantir le monde. Ainsi, tu m'aides Cheventon. Vous avez le front de prétendre qu'Adèle, elle ne me laissa point achever. Faites excuse, monsieur Dénès, je ne prétends pas, j'affirme. Et avec une expression de tristesse hypocrite, hélas, il ne dépend malheureusement pas de moi que ce qui est ne soit point. Croyez-vous que je serais ici, vous parlant comme je fais si je n'étais pas sûre? Oui, la chefesse et Hervé Louarn pêchent ensemble. Et je ne dis que ce que j'ai vu d'aussi près que je vous vois, car ils ne se donnent même plus la peine de se cacher. Ils veulent la chandelle allumée devant leur honte et ne s'inquiètent pas si les fenêtres ont des yeux. Les miens devaient être hors de leurs orbites. Je sentais que si je laissais faire mes doigts crispés, ils se resserreraient d'eux-mêmes sur le cou de la mégère. Elle flaira le danger et recula jusqu'à la croix. « Oh là, Goulven-Dénès, ricana-t-elle, n'essayez pas de vous en prendre à moi, s'il vous plaît. J'ai des poings, moi aussi, et qui pourraient bien valoir les vôtres. » Elle venait de se baisser pour cueillir au tas de pierres 2 morceaux de quartz aux arêtes coupantes, tels que des silex préhistoriques, et se tenait campée dans une attitude de défi qui faisait saillir ses hanches robustes de femme-homme, d'hyène de sein formée, dès l'enfance, aux plus dures besognes viriles. Mais déjà ma fureur s'était changée en dégoût. Je me contentais de cracher à terre en disant « Je sais de quoi vous êtes capable et qu'il ne vous en coûte pas plus de salir les vivants que de profaner les cadavres. Voilà le cas que je fais de vos inventions. » Je lui tournai le dos et regagnai le sentier. « À ton gré, bélier de Léon !» cria-t-elle. « Et que l'ombre de tes cornes marche devant toi !» Je m'arrêtai. Cinglée par l'outrage, près de nouveau à quelque violente extrémité, elle poursuivait. « Mais, par exemple, n'allez pas vous figurer que cela se passera comme ça. Vous êtes le chef à la Pointe, mais il y a d'autres chefs à Quimper. Ce n'est pas pour rien peut-être que j'ai été 2 ans à l'école des Sœurs de la Miséricorde, et si elles ne m'ont pas appris à broder, elles m'ont du moins appris à écrire. Ce que vous ne voulez point entendre, eh bien, je vous certifie qu'avant 3 jours, l'ingénieur l'aura lu. » J'étais revenue sur mes pas, je marchais à elle. Ce mot, l'ingénieur, suffit à me clouer sur place. Une sueur froide me glaça les membres. Affolée non plus de colère, mais de peur, ce fut d'une voix presque suppliante que je demandai. « Vous haïssez donc bien ma femme, tu m'aides Cheventon. Pour que vous vous acharniez ainsi après son honneur, dites, que vous a-t-elle fait ?» Elle laissa tomber les pierres qu'elle tenait, rajusta sa coiffe noire dont les pans claquaient au souffle fraîchissant du crépuscule et, le buste raidi en avant, comme d'une bête de proie qui va fondre. Elle m'a fait que, lorsque son Louarn est là, il n'y a plus de vie possible à la caserne pour une chrétienne comme moi, qui a des enfants et qui se respecte. J'ai dévoré mes scrupules pendant 10 mois. Par pitié pour vous, oui, par pitié pour vous. Et avec l'espoir que vous vous apercevriez vous-même des saletés qui se font sous votre toit, que cela vous sauterait aux yeux à la fin. Mais vous n'avez pas Dieu, paraît-il, et vous ne voulez pas non plus avoir d'oreilles. Libre à vous, monsieur Dénès. Seulement, si vous n'agissez point, tant pis, j'agirai, moi. On ne vous croira pas plus que je ne vous crois, répondis-je d'un ton que je m'efforçais de rendre calme. On vous connaît, tu m'aides Cheventon. Et vos affirmations, Dieu merci, ne sont pas des preuves. Elle eut un rire saccadé. Des preuves. Si vous croyez que c'est ça qui manque, je sais où les trouver. Soyez tranquille. Fournissez-les. À vous de les chercher, monsieur le chef, puisque cependant ma parole ne vous suffit point. Il était de mon devoir de vous avertir. Je l'ai fait pour soulager ma conscience et aussi par bonté compatissante.
Vous m'en avez assez mal payé. Bonsoir, la nuit tombe et les pommes de terre du souper seront trop cuites. Madame Tumette, m'écriai-je, avant de vous en aller, un mot. Vous avez tout calculé, tout pesé, n'est-ce pas? Et qu'au bout de cette histoire, de quelque façon qu'elle tourne, il y aura du sang. Elle montra du geste les pierres amoncelées au pied du calvaire. Elle se serait déjà levée contre moi si j'avais menti. Si, par impossible, vous aviez dit vrai, ripostai-je. Malheur à moi-même, mais 2 fois malheur aux 2 autres. La main tendue vers le couchant où le phare de sein commençait à briller d'une pâle lueur d'étoiles, elle articula d'une voix nonchalante. Chez nous, là-bas, lorsqu'une femme est convaincue de lubricité, son mari l'emmène paisiblement un soir à la basse mer, dans les grèves rocheuses qui sont au nord de l'île, sous prétexte de goémonie. Là, il lui garrotte bras et jambes, lui attache une pierre au cou et lui conseille de réciter son mea culpa. Les propres parents de la femme font mine de découvrir le lendemain son cadavre. On célèbre au plus vite ses obsèques, elle en a pour jamais. Brusquement, elle se reprit. Qu'est-ce que je vous dis là? Par les saints anges. Puis d'un ton pénétré. En de pareilles infortunes, c'est à Dieu qu'il faut demander conseil. Bonsoir, monsieur Dénès, et à votre service. Si vous m'en croyez, vous ne me suivrez pas de trop près vers la caserne. Sauf la vieille de Timap Fourmand, personne ne nous a vus ensemble. Inutile, n'est-ce pas, de donner l'éveil. Je restais les bras ballants, le dos appuyé contre un talus de pierres sèches, à la regarder s'éloigner dans la direction de la pointe, sa dure silhouette noire découpée comme à l'emporte-pièce sur le fond encore lumineux du couchant. Et, à mesure qu'elle allait, au lieu de diminuer, il me semblait la voir grandir étrangement et prendre des proportions surhumaines, jusqu'à offusquer tout, le ciel et la mer, ainsi qu'une forme colossale, une gigantesque figure de ténèbres. On eût dit qu'elle traînait le crépuscule sur ses talons comme un voile immense, tissé d'ombre. Les dernières lueurs du jour qui frémissaient sur les vastes espaces gazonnés s'éteignaient derrière ses pas. Machinalement, j'évoquais le souvenir d'une légende de cette terre du Cap que des pêcheurs de Funtem Odd m'avaient contée. Il était question là-dedans de la peste qui, à une époque inconnue, avait désolé ces parages. Un navire sans mât ni gréement d'aucune sorte, et dont la coque avait plutôt la structure d'un énorme cercueil, avait été aperçu un matin dans le Raz, louvoyant en face de la baie des Trépassés. Nul simulacre de matelots à bord. Tout à coup, de cet extraordinaire caboteur, une fumée s'était exhalée. Une fumée opaque et lourde comme celle que dégagent les feux de Goémon. Puis, se rembrunissant, elle avait pris corps, s'était changée en un fantôme de femme d'une stature démesurée qui, sinistre en ses flottantes mousselines de deuil, avait gagné la côte. À toute chose comme à tous êtres, son approche fut mortelle. L'herbe se dessécha. Les fontaines tarirent, les bœufs au labour se couchaient en plein sillon et bavaient de terreur, le mufle à moitié enfoui dans la glèbe. Quant aux humains, ils périrent comme mouches, il ne demeura point assez de vivants pour enterrer les cadavres. On montre, dans le pays, des champs d'une fertilité proverbiale qu'on ne fume jamais. Les blés y poussent sur des charniers qui suintent encore après des siècles. La même hallucination d'épouvante que durent éprouver les capistes, contemporains de la peste noire, hanta momentanément ma pensée, tandis que je regardais croître avec la distance, grâce à mon trouble et peut-être à l'indécision de l'heure, le spectre de la noire Ilienne en marche vers l'Occident. Ne venait-elle point de passer dans ma vie en accomplissant une œuvre pareille de dévastation et de mort? De combien de ruines n'avait-elle pas jonché mon cœur? Et toutefois, je n'en eus point le sentiment immédiat. Le coup avait été trop fort et trop inattendu, surtout pour une organisation lente à concevoir, comme a toujours été la mienne. J'étais dans un état de stupeur indicible.
C'était, au moral, quelque chose d'analogue à l'espèce de prostration qui vous saisit dans les phares du large les jours de gros ouragans. Il n'y a pas de mots pour exprimer cela. On est roulé, ballotté, noyé dans un effroyable chaos de bruit. Tout est bouleversé, confondu. Il semble que l'on ait sur la tête tout le poids tumultueux de la mer soulevée hors de ses abîmes et, sous soi, le ciel béant, les profondeurs infinies du vide. Les murailles du phare elles-mêmes semblent tout à coup devenues vivantes et hurlantes. Les pierres muettes poussent des appels rauques, de formidables beuglements. Des paquets d'eau s'abattent, des vitres crèvent, tout vire, tout oscille, tout chancelle. On ne sait plus, dans ce délire des éléments, à quel univers on appartient. On est comme projeté dans de vertigineux espaces. On n'a plus conscience de quoi que ce soit. On est sous de fracas et d'horreur. On s'abandonne, ainsi qu'un atome ivre, à tout l'inconnu des forces déchaînées. Combien de temps dura mon abasourdissement? Je ne le saurais dire. Ce furent des sons grêles de cloches qui m'en tirèrent. L'Angélus, ou peut-être quelques glas, tintaient à Plogoff. D'un geste irréfléchi, j'ôtai mon béret de mer et j'allais ébaucher le signe de croix que l'Église, en ces occurrences, recommande à tout croyant, quand, aussi vite, ma main s'arrêta, suspendue. Et au lieu de l'oraison prescrite, à laquelle jusqu'alors je n'avais manqué jamais, ce fut une parole blasphématoire qui me jaillit des lèvres, la première que j'eusse proférée de ma vie, mon ingénieur. Je sentis, à cela surtout, que je n'étais plus le même homme et que, pour m'avoir retourné de la sorte, il avait dû se passer dans ma destinée quelque chose de foudroyant, d'irréparable, de définitif. Mes regards paralysés retrouvèrent leur faculté de perception. Ils s'ouvrirent sur le désastre. Mon âme entière était comme une terre veuve, comme un pays rasé. Oui, la peste noire avait magnifiquement accompli son œuvre. La trombe mauvaise n'avait rien laissé debout. Moisson dorée des chers souvenirs, sève tenace des longs espoirs, doux logis de paix, de tiédeur et d'amour, tout était fauché, broyé, anéanti. J'étais aussi désert qu'un cimetière où les tertres mêmes des tombes ont été nivelés impitoyablement et qui s'est vu arracher jusqu'aux ossements de ses morts. Je promenais les yeux sur l'immensité de la lande et je me sentis seul. Éperdument seul. Je l'élevais vers le ciel nocturne que, la veille encore, je vénérais comme le temple des élus, comme le tabernacle visible de Dieu, et j'eus la certitude qu'il était vide, affreusement vide, qu'il n'était qu'une face de mensonge, que derrière ces jeux décevants de lumière et d'ombre, il n'y avait rien. Et, songeant aux prières innombrables que, depuis ma bégayante enfance, je n'avais cessé d'exhaler vers lui, soit pour l'implorer, soit pour lui rendre grâce, je me pris soudain à rire d'un rire convulsif, d'un rire sauvage, comme en ont les innocents et les fous. Je vous dois ma confession complète, mon ingénieur. La croix du Laz, je vous l'ai dit, se dressait à quelques pas de moi, de l'autre côté du chemin. Comment ne m'eût-elle point rappelé celle de Pernef, là-bas, sur la route de Plogoff? C'était, à une année d'intervalle dans le passé, la même nuit printanière et pure, un peu plus parfumée. Je revis ma femme sur les marches du socle, son air de sphinx méditatif, tandis qu'elle guettait soi-disant la montée de la lune, et le frémissement soudain qui la secoua quand, le doigt sur les lèvres, elle me fit signe d'écouter, dans le silence, ce bruit de voiture qui venait. Oh, la jolie scène, vraiment, et si délicatement jouée. Jamais une épaisse Léonarde n'aurait trouvé cela. Quels artistes, ces Trégorois! Quelle merveilleuse entente de son rôle chez l'homme à la casquette, s'excusant d'une voix si naturelle, avec une surprise si peu feinte. « Mille pardons, Madame Adèle, je ne vous avais pas reconnue. »« Non, mais elle te l'avait écrit. Qu'elle t'attendrait là, misérable. Si même, longtemps à l'avance, que vous n'en étiez convenus ensemble de bouche à bouche, entre deux baisers. Et pour que ce fût plus piquant, on m'avait convié à la fête, moi, le Penay.
Et le bon Dieu aussi avait accepté d'en être, paraît-il, absolvant toute cette infamie, inclinant vers elle sa fruste figure de pierre et la bénissant de ses bras étendus. Alors, c'est ça ta justice, c'est à ça que tu sers dans le monde, m'écriai-je. Pris de la fureur des antiques briseurs d'images, je m'élançai vers la croix et, ramassant une poignée de cailloux, je les jetai à la face du Christ. Puis je me mis à marcher devant moi au hasard. Ma tête était pleine d'une confuse rumeur de mer et résonnait intérieurement comme une grande conque. 2 ou 3 fois, je crus ouïr des pas sur mes derrières et je me rappelle que je disais « C'est lui, c'est le malheur !» Et je m'arrêtais. Je pliais le cou sans me retourner, avec ce regard de côté qu'ont les bœufs, au moment où va s'abattre la hache de l'équarrisseur. Mais il n'y avait autour de moi que du silence. Le vaste et funéraire silence qui enveloppe cette région du Cap, aux rares nuits de calme où l'océan lui-même se tait. Et chaque fois la terrible évidence se faisait en moi plus précise, plus implacable, plus absolue. Car il ne me restait plus l'ombre d'un doute désormais, ce que je me refusais à comprendre tout à l'heure, quand Liliane me l'attestait en son jargon hideux, mélange de sabbat et de catéchisme, j'avais maintenant la révélation directe, infaillible, que cela était, que cela ne pouvait pas ne pas être, qu'il était dans l'ordre des choses nécessaires que cela fût. Je me reprochais seulement de ne m'en être point avisé plus tôt, d'être là comme une barque en panne qui tâte le vent et ne sait plus vers où gouverner. Et quoi? Je n'avais pas vécu un jour, non, pas un jour, sans redouter quelque embûche de la vie. Et l'abîme même où il était fatal que ma triste chance me fît choir, puisqu'il ne pouvait y en avoir pour moi de plus horrible, dire que c'était précisément le seul que je ne me fusse jamais représenté. Parmi cette multitude de fantômes dont mon imagination broyeuse de noir excellait à peupler mes veilles et mes insomnies de Gorlébella, comment la menace de cette réalité, la plus immanquable, parce que la plus épouvantable de toutes, ne s'était-elle pas dressée devant mon esprit? Je m'étonnais de mon propre aveuglement, mon ingénieur. Et, comme jadis à Saint-Paul, lorsque le professeur livrait aux risées de la classe quelqu'une des âneries laborieuses dont j'étais coutumier, je me cognais du poing la tempe, je m'insultais avec une rage concentrée et farouche. Tête de taupe, triple brute, triple idiot. N'allez pas croire au moins que j'ai tergiversé, si peu que ce soit devant le parti à prendre. La situation à mes yeux était simple et ne comportait qu'une issue. L'infidèle et son complice mourraient de ma main, et moi-même, la lugubre tâche accomplie, je me tuerais sur leur corps. Une règle de 3, comme on dit. Mais il restait à trouver les moyens les plus sûrs d'arriver à la solution, et c'est ici que je me labourais vainement la cervelle, sans rien découvrir qui ressemblât au plus misérable germe d'idées. J'avais le crâne comme stérilisé, avec toujours ce bruit de mer galopante, ce grand ouf intérieur que j'essayais de calmer en marchant et que la marche ne faisait qu'exaspérer. Brusquement, le hasard me vint en aide. À force d'arpenter la lande, j'avais atteint, sans m'en apercevoir, la ferme de Kerudavel, qui forme, à la limite de ce désert, une sorte d'oasis avant-garde des terres cultivées de l'Escoff. Je la reconnus à la haute baie de son porche, un arc de triomphe du temps des Romains, au dire du percepteur de Pontcroix. Je l'avais si souvent franchi, ce porche, si souvent traversé l'aire dans laquelle il donnait accès, toute jonchée d'un fumier d'algues sèches et de bruyères flétries. Le char-à-banc où jadis nous faisions avec Adèle nos escapades vers les villes, c'est à Kerudavel que j'avais coutume de le louer. Justement, il était là, au beau milieu de la cour, le cul renversé, les brancards en l'air. Des bouffées de passé me montèrent aux narines. Je revis l'allégresse enfantine de nos départs, les roses jumelles que la fraîcheur du vent matinal faisait fleurir aux pommettes de ma compagne, les miroirs limpides de ses yeux où tout le paysage semblait courir, et cet enchantement qu'on eût dit qu'elle communiquait aux choses,
rien qu'à les regarder. Je dus m'appuyer à l'un des monumentaux piliers de pierre pour ne point défaillir. Le chien, flairant un intrus, tira sur sa chaîne, aboya. Un homme sortit du bâtiment des étables. « Qui est là ?» C'était la voix de Jonathan, le maître de Kerudavel. Ma première pensée fut pour m'esquiver, mais l'homme déjà me jetait son nom. « Sur ma foi, c'est comme si c'était vous, monsieur Dénès !» Et tout aussi vite. Me jeter mon nom. « Serait-ce qu'il vous faut la carriole et la bête pour le jour de demain ?» Cette question si naturelle du paysan capiste, après m'avoir embarrassé l'espace peut-être d'une seconde, me fut un trait de lumière, mon ingénieur. Partir. Oui, comment n'y avais-je pas songé ? Du même coup, je vis le prétexte que j'alléguerais auprès d'Adèle, et par une impétueuse vertu de logique, tout le reste s'en déduisit. Le plan d'action que j'avais en vain poursuivi pendant plus d'une heure s'était fait, je le tenais. Il venait instantanément de se construire dans ma pensée avec des lignes aussi nettes, un contour aussi arrêté que l'architecture des édifices de la ferme sur le bleu lacté de la nuit. J'en éprouvais une joie véhémente dont l'âpreté même n'était pas sans douceur. Et ce fut avec emportement que je répondis. « Vous l'avez deviné, Jonathan, c'est cela, c'est bien cela, j'ai besoin de vous pour me conduire à Quimper. » Je m'étais élancé vers lui et je lui serrais les deux mains dans les miennes, à les broyer. « Vous en avez des étaux, prononça-t-il, non sans surprise, en se dégageant. Le fait est qu'à ce moment-là, j'aurais tordu des barres de fer. Chapitre 10, même date. Une aube brouillée, une mer baveuse. La fumée d'un transatlantique à l'horizon. Il y a donc des gens qui voyagent, qui vont vers un but, vers un désir, vers un rêve. Je me suis assoupie quelques instants. Ça, en étais-je ? Ah, parfaitement. La route de la caserne sous les étoiles. Il y en avait cette nuit-là par myriades. Et toutes, même les plus lointaines, brillaient d'un éclat insolent, d'un éclat cruel. J'aurais souhaité de pouvoir les éteindre d'un coup et rendre le monde à l'obscurité primitive, aux ténèbres d'avant la vie. J'avais en moi une haine sans bornes et qui s'étendait à l'univers entier. Mais c'était maintenant une haine calme, froide, résolue. Je poussai la grille. Au grincement qu'elle fit, Adèle accourut. « Comme tu es tard, miséricorde! Voilà près de 2 heures que Liliane m'a dit avoir vu le bateau accoster. Je tremblais qu'il ne te fût arrivé quelque malheur, qu'il ne te fût arrivé malheur. » J'eus le courage de lui passer le bras autour de la taille. « Du malheur, ma chérie, j'ai bien peur qu'il n'y en ait un dans l'air. »« Hein ?» fit-elle. « Ou cela, pourquoi ?» Elle avait frissonné de la tête aux pieds. Je murmurai. « Oui, j'en ai le cœur tout malade. Je te conterai la chose en soupant. » Dans la cuisine, nos 2 couverts attendaient de part et d'autre de la table, dont la nappe de toile cirée réfléchissait le rayonnement doux de la lampe. Un cadeau de Louarn, cette nappe de fabrication américaine où, sur le vernis jaunâtre, étaient grossièrement dessinées en pointillés blancs des scènes de la Passion du Christ. Le logis avait son aspect habituel, sa paisible propreté un peu nue. Je fus presque fâchée de constater que tout y était à sa place et de trouver aux meubles leur figure, leur attitude, leur lustre même de tous les jours. Le lit, sous sa courtine d'angle, entre ses immobiles rideaux de cretonne à fleurs, avait conservé sa blancheur grave, son air invitant et mystérieux. Adèle servit le potage aux poissons, la cotériade, qui était une de nos nourritures accoutumées. « As-tu appétit ?» « Je ne sais pas trop. » Je m'appliquais cependant à manger pour avoir prétexte à garder les yeux plongés dans mon assiette. Je craignais, si je les levais sur ma femme, d'y laisser percer quelque étincelle des fureurs sans nom qui me consumaient. Le silence se prolongeait, scandé par le tic-tac indifférent de l'horloge. Ce fut Adèle qui le rompit. « Il doit être bien malade, en effet, ton cœur. Sais-tu que tu ne m'as seulement pas embrassée ?» Je m'essuyais les lèvres,
D'un geste rapide et quittant mon siège, j'allais m'agenouiller contre le sien, le visage enfoui dans son tablier. Depuis nos jeunes nuits de Baudic et de Lentoire, je ne m'étais guère permis avec elle de ces abandons. Elle m'avait trop dit qu'il n'y avait pas de milieu chez moi entre la gaucherie et la brutalité. Cette fois, par exception, elle ne me plaisanta pas sur cet accès de tendresse, ni ne s'y déroba. Je sentis se poser sur ma nuque sa paume satinée. Une tiédeur voluptueuse s'exhalait de son giron. Je dus serrer les dents pour ne la point mordre à travers ses jupes. Un désir de cannibalisme m'agitait. J'aurais voulu avoir des crocs de bête pour les enfoncer dans sa chair et la déchiqueter fibre à fibre, lambeau par lambeau. Je la devinais, de son côté, très inquiète, impatiente de sortir d'incertitude, quoique mes façons humbles et dolentes fussent déjà pour la rassurer à demi. Comme je ne me pressais point de m'expliquer, elle articula, de son ton le plus prenant, « Allons, Goulven, épanche-toi, confie-moi ta peine. Un ennui de service, je parie, dont tu auras démesurément grossi l'importance. Je te connais si bien et tu es si prompt à te faire des montagnes de tout, mon pauvre ami. » Elle avait dans la voix toute la douceur chantante des carillons d'Is. C'était la même musique d'ensorcellement, le même timbre languissant et pur qui, dès la première rencontre, m'avait charmé, hormis qu'à cette heure, cela me semblait venir de plus loin que l'étang et comme des berges d'une terre disparue. C'était le chant d'une Adèle morte, un chant confus et pâle flottant au limbe du passé. L'émotion que j'en éprouvais fut si poignante qu'impuissant à me contraindre davantage, je fondis en sanglots. « Voyons, Goulven, sois un homme, dit-elle, anxieuse et apitoyée. Et ma conscience répéta, mais dure, impérieuse ainsi qu'un écho d'airain, sois un homme. Je me reculai jusqu'à la pierre de l'âtre, où je m'accroupis, les mains aux genoux, le front incliné vers le parquet. Tu vas me trouver plus déraisonnable que jamais, commençai-je. Mais promets-moi, je t'en supplie, de ne point me gronder. Tout ce que tu voudras, pourvu que je sache enfin. J'exhalai un fort soupir. Voici. Tu te rappelles peut-être ce sou ancien qu'au moment de notre mariage encore je portais au cou comme une médaille, ou mieux comme une amulette, une petite chose assez sale d'ailleurs, toute rongée de vert-de-gris. Comme j'en avais quelque dégoût, tu la quittas pour l'amour de moi, quoiqu'elle te vînt de ta mère. Oui, certes, je me rappelle, et je me rappelle aussi l'histoire que tu me contas à son sujet. On a de singulières idées en Léon. Y croirais-tu toujours à cette histoire ? Qu'est-ce que tu veux ? Il y a des maladies de naissance dont on ne guérit jamais. Et alors, ce sou mirobolant ? Ne te moque pas d'elle. Il a parlé. Je lui narrai tout d'un trait, et sans omettre un détail, l'aventure de la nuit du 2 mars à Gorlébella. Lorsque j'en fus à lui dépeindre le cauchemar qui m'avait crucifié jusqu'à l'aube, et comment au réveil je m'étais presque pris à souhaiter le trépas de ma mère, elle eut un sursaut qui la pencha vers moi d'un mouvement rapide et passionné. « C'est pourtant vrai, prononça-t-elle, que tu m'as constamment aimé d'un grand amour. Il n'y a pas de femme plus fortunée que moi. Je le dis à qui veut l'entendre, Goulven. » Je fus sur le point de crier comme au toucher d'un fer rouge. Ce n'est qu'au bout d'un instant que je pus reprendre. Il ne faut pas m'en louer, Adèle. Si le culte que je t'ai voué s'en allait de moi, plus rien d'autre n'y subsisterait. Lui parti, ce serait pis que la mort. Ce serait le néant. Mais tu es là, vivante et bien portante. Dieu merci. Dis hardiment, fit-elle, que jamais je ne me suis connue une santé aussi florissante. D'ailleurs, il n'y a qu'à me regarder. Mes yeux, que je m'étais efforcée de tenir baissés, à ce moment m'échappèrent et la parcoururent malgré moi, depuis les fines attaches de ses pieds jusqu'à la cambrure de son buste, où sa gorge un peu haute s'enflait d'un frémissement harmonieux de vagues à mer montante. Ah, les Morganes fabuleuses des légendes de son damné pays. Elle en avait bien en elle toutes les séductions, toutes les perversités et toutes les traîtrises. Je poursuivis. C'est parce que j'ai été tout de suite tranquillisée en ce qui te concerne que des remords m'ont assailli sur un autre point.
J'ai beaucoup à me reprocher envers ma mère, Adèle. Elle repartit légèrement gouailleuse. Parce qu'elle s'occupe de nous, ta mère. Je ne me pardonnerai pas de la perdre sans l'avoir revue. Oh, bien, si ce n'est que ça, s'écria-t-elle, dans sa joie égoïste de se sentir complètement hors de cause. Sa figure s'était illuminée. Mais aussi vite, en comédienne habile, elle changea l'expression de ses traits et l'intonation de sa voix pour reprendre. Ne crois pas que j'ai voulu dire une méchanceté, Goulven, non. À ta mine abattue, à tes paroles, je m'étais imaginé. Ton sou de malheur, je n'ai qu'un regret, c'est de ne te l'avoir pas arraché, jadis, pour le jeter à la mer. Cela nous eût évité cette sotte émotion. Je suis persuadée que la vieille Dénès a des années encore à me bouder d'être devenue ta femme. Mais ce que j'en dis n'est pas pour t'empêcher de te rendre en Léon. Au contraire, j'entends que tu fasses le voyage. Si même je ne savais que ma seule vue serait capable de donner raison à ton talisman diabolique, en occasionnant une maladie à ta mère, je t'aurais offert de t'accompagner. On n'est pas plus gentil, je pense. Très gentil, en effet, mon Adèle. Tu es toute gentille. Elle s'était levée pour desservir la table. Et tout en allant et venant à travers la chambre, de son pas souple, « Oui, le mieux est que tu partes. Il n'y a que ce moyen de te mettre l'esprit en repos. Et puis ça te fera du moins des vacances. Les miennes l'an dernier m'ont été si profitables. Il est juste que tu aies ton tour. Il est juste que tu aies ton tour. » Ces vacances. De quel front sans vergogne elle en parlait, la coquine. Je dus me pincer les lèvres pour ne lui point cracher à la face le nom du Louarn. Elle aussi, ses souvenirs de Tréguier l'avaient reportée vers son amant, car elle ajouta « Par exemple, au retour, attends-toi à ce que nous te plaisantions un peu avec Hervé. »« Oh, répondis-je, je ne serai pas le dernier à rire avec vous s'il se trouve par bonheur que le sou est menti. Je t'ai dit la gageure qu'il m'a presque contraint de faire avec lui, ce loustic d'Hervé. Eh bien, pour une noce de famille, c'en sera une. Je veux qu'il crève d'indigestion, si c'est à moi de payer. Quant à toi, tu ne devineras jamais ce que je te réserve. » « Quoi donc ?» fit-elle sans se retourner, en achevant de ranger les assiettes dans le dressoir. « Une chose que tu as toujours sollicitée en vain jusqu'à présent, la réalisation d'un de tes rêves les plus... Oui, enfin, tu verras. J'ai mon projet. Je ne te le confie pas d'avance, avec ma guigne habituelle, ça suffirait pour le faire rater. »« Comme pour Kermorvan, dit-elle en riant clair. C'est bien, garde ton secret. » Elle n'avait pas la moindre curiosité de l'apprendre. Est-ce que tout ne lui était pas indifférent ? Qui pouvait lui venir de ma part ? Est-ce que tout ne lui était pas indifférent qui pouvait lui venir de ma part ? Et la seule satisfaction qu'il dépendit encore de moi de lui procurer, n'était-ce pas précisément de la débarrasser au plus vite et pour le plus longtemps possible de ma personne ? « Quand as-tu l'intention de partir ?» interrogea-t-elle. « C'est vrai, balbutiai-je d'un ton humble, je ne t'ai pas dit. Avant de voler vers toi, j'ai fait le grand détour par Kerudavel. Je voulais m'informer si le char-à-banc était libre. C'est même cela qui a été cause que je suis rentrée si tard. Et alors, Jonathan a justement demain, vendredi, 2 veaux à conduire au boucher de Pont-Croix et s'offre, les bêtes livrées, à me véhiculer jusqu'à Quimper. J'ai promis de lui rendre réponse dès ce soir, après que je t'aurai consulté. Comment ? Et tu es encore là, sans plus bouger que la pierre sur laquelle tu es assis. Mais va, mon ami, dépêche-toi, si tu ne veux les trouver tous endormis comme des souches, à Kerudavel. Moi, cependant, je te préparerai du linge et brosserai tes hardes propres, puis je t'attendrai dans nos draps pour qu'après la fraîcheur du dehors, tu aies au moins place chaude. » Elle avait ouvert la porte toute grande sur la nuit. « Dieu, que d'étoiles !» s'écria-t-elle. Et, me montrant du doigt le fond du firmament, « Quelle est donc celle qui brille là-bas d'une clarté si blanche, droit au-dessus de Gorlebella ?»« Vénus, je crois, » répondis-je de l'air le plus innocent du monde, en franchissant le seuil de la maison. Je tournai le pignon nord de la caserne et m'acheminai vers la grille, mais je ne la passai point, me contentant de repousser le battant avec force, comme si je le refermais derrière moi.
Puis, après avoir piétiné quelques instants sur le sol pour simuler la cadence d'un pas qui s'éloigne, je me glissais dans l'ombre du mur d'enceinte jusqu'à l'autre extrémité du principal corps de logis où donnaient les fenêtres de Liliane. Ce manège de rôdeurs nocturnes qui, la veille encore, m'eût paru incompatible avec mon caractère, j'y goûtais à cette heure une espèce de jouissance farouche et d'âcre volupté. Les circonstances venaient de réveiller en moi le démon héréditaire, l'esprit de ruse de mes aïeux paternels, les durs paganistes de l'Abervrac, réputés naufrageurs, subtils et grands dépisteurs de gabelous. Les volets des Chevantons étaient clos, mais en y collant l'oreille, je perçus à l'intérieur une mélopée d'horizon. La sauvagesse vaquait à ses dévotions du soir auprès de sa canaille endormie. Je me traînais en rampant vers les marches du seuil et, par le trou de chat pratiqué dans le bas de la porte, j'appelais à voix sourde. « Madame Tumette, s'il vous plaît, Madame Tumette !» Le fredon cessa. Liliane m'avait entendu. « C'est donc vous, monsieur Dénès ?»« C'est moi. » Elle tira doucement le verrou et m'introduisit dans la pièce. C'était la première fois que je pénétrais chez elle. Je demeurais tout suffoqué. D'abord par l'odeur des tables humaines qu'on y respirait, renforcée de je ne sais quel relent de saumure. Impossible d'ailleurs d'imaginer un Capharnaüm plus étrange. Aux solives pendaient pêle-mêle des grappes d'oignons, des tourteaux de graisse, des quartiers de porc, des chapelets de poissons séchés. Une paire de rames, toute velue de mousse marine, était appuyée contre l'armoire. Un ancien coffre de matelot, privé de son couvercle, contenait une provision de pommes de terre. Les meubles sentaient la crasse, la moisissure, le délabrement. Du lit à 2 étages où les enfants étaient couchés, des mèches de varech s'échappaient par les déchirures des paillasses. Je n'avais pas d'idée d'un pareil désordre. D'une pareille saleté. Il fallait vraiment qu'ils crevassent les yeux pour que j'y fisse attention en un tel moment. La Chevanton elle-même éprouva le besoin de s'en excuser. Avec une ribambelée de marmaille, vous savez, on n'arrive pas à tenir propre. Comme je cherchais des yeux où m'asseoir, elle essuya le banc près de la table avec le revers de son tablier. Au surplus, reprit-elle, on dit chez nous, à Lille, que conscience nette vaut mieux que mobilier luisant. L'allusion était directe. C'est aussi un proverbe léonard, répondis-je. Et brusquement, je suis venu en me cachant comme un voleur. Ma femme me croit sur le chemin de Kérudavel. Alors si vous voulez bien, vous allez tout me dire, Madame Tumette. Tout. Ah, fit-elle, en humectant ses doigts de salive pour moucher la chandelle de suif qui brûlait entre nous sur la table. Vous ne mettez donc plus en doute ma parole de chrétienne maintenant. Ses pupilles brillaient dans sa face de noiraude comme ces phosphorescences verdâtres qui s'allument les nuits d'orage dans la mer. Allez, de grâce, suppliai-je. Le temps presse. Durant 1 heure d'horloge, elle compta mon ingénieur. J'avais souhaité de tout entendre, et pas un détail en effet ne me fut épargné. La sauvagesse me fit boire ma honte goutte à goutte jusqu'au dernier filet de lit. Du jour, déclara-t-elle, où elle avait appris le remplacement de Hamon par un Trégorois, un pays de la chefesse, elle avait flairé le mal, la trahison déjà consommée. En voyant paraître le nouveau gardien, elle en avait été sûre. Rappelez-vous ce soir-là, monsieur Goulven, vous étiez en extase, comme un enfant devant le perroquet. Eux, cependant, leurs yeux se riaient d'amour par-dessus la table. C'était la volonté de Dieu que je fusse à les observer derrière les vitres. Dès lors, elle les avait suivis, guettés, épiés pas à pas. Elle s'était attachée à eux comme leur ombre. Toujours présente et jamais visible, elle avait été de moitié, en quelque sorte, dans leur tête-à-tête, recueillant leurs propos, comptant leurs baisers. Dans le principe, ils avaient été prudents. Nulle part on ne les rencontrait ensemble, si ce n'est à la caserne pour les repas. Encore faisait-il exprès de manger la fenêtre ouverte. Autrement, ils vivaient séparés. Louarn bricolait, taillait des bateaux pour les mioches ou feignantait avec les douaniers de garde sur la falaise en jouant aux cartes et en fumant des pipes. La chefesse, à son habitude, flânait, lisait, brodait, et les après-midi de soleil s'en allait, comme par le passé, en promenade du côté de Saint-Denis. Oui, et elle agitait vers vous son mouchoir, n'est-ce pas, monsieur Goulven? Et vous vous disiez apparemment
Comme elle est fidèle au rendez-vous, ma petite femme chérie, et comme elle-même. Ha ha. Ce mouchoir-là, monsieur Goulven, ce n'était plus pour vous qu'on le secouait dans l'air. Je m'en étais vite aperçu, moi qui vous parle. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mon gagne-pain de fréquenter les grèves. Chiffonnière d'épave, soit. Il n'y a pas de saut métier. Celui-là vous fait la vue, je vous le garantis. Ce n'est pas pour me glorifier, mais à 400 pas, je distingue une couvée de mouettes dans un trou de roche. Je reconnais même les gens par nuit noire. Vous m'en êtes témoin. À plus forte raison au jour baissant, comme en ce soir de mai, veille de l'Ascension, où pour la première fois je l'ai surpris en train de pêcher. J'avais quitté la caserne plus tôt que d'ordinaire afin d'atteindre avant le crépuscule les parages du nord derrière le Van. C'était saison de forte marée et je savais que la cueillette là-bas promettait d'être bonne. J'étais parvenu au sommet du promontoire et je longeais depuis quelque temps la crête lorsque, au-dessous de moi, à mi-pente, je vis une forme d'homme immobile dont la casquette de toile grise me fut tout de suite un signalement. C'était Louarn. Les mains en visière, il regardait fixement dans la direction de Saint-Denis. J'eus une idée soudaine. Tiens. Mais non, pensais-je, il n'aurait tout de même pas ce front. La Trégoroise et son Trégorois. Eh bien si, monsieur Goulven, ils avaient osé cela, les sacrilèges, de choisir l'enclos d'un saint pour s'y livrer à leur chiennerie. Après ça, convenez que dans toute la région, ils n'eussent su dénicher un coin plus propice. Songez donc, une herbe fine, drue, veloutée comme un satin, à peine foulée une fois l'an, aux messes de pardon, par le pied des hommes, si sacrée pour les bêtes elles-mêmes que les oiseaux de mer, à ce qu'on dit, ne voudraient pas la souiller de leur fiente. Un mur de ronde assez élevé pour abriter des vents du large et des longues vues de Gorley-Bella. Partout l'entoure la solitude vaste. Jamais un passant. Un paradis terrestre, quoi. Oui, monsieur Goulven, et le soleil n'avait pas fini de disparaître dans les eaux de Sein que, du haut de la falaise, j'assistais, pétrifié d'indignation et de scandale, à la conversation d'Ève avec le serpent. Je vous traduis de mon mieux le breton de Lilienne, mon ingénieur. Je pourrais aussi bien vous reproduire de mémoire son récit tout entier, mais à remuer cette tourbe, l'ancienne nausée me reviendrait. Qu'ajouter, d'ailleurs, que vous ne pressentiez. Après l'adultère à ciel ouvert, ce fut l'adultère en chambre, chez Louarn, ce fut ce fut l'adultère à domicile, jusque dans mon propre lit. Ça n'est pas tentant l'hiver de s'aimer dehors, surtout quand on a logis clair, feu de motte, couette de plumes et draps blancs, sans compter qu'elle aurait pris mal la chefesse à braver la bourrasque de novembre ou la bise de janvier. Bon, pour une chevanton d'être à courir les sentiers de grève par des temps pareils. Ah, elle s'en est donnée du Louarn, votre moitié de ménage. À la fin, les nuits même ne lui suffisaient plus. Ce n'est pas Adèle, c'est Aès qu'elle se nomme, votre femme. Aès, la stérile, Aès, l'inassouvie. Et s'il vous faut des chiffres, s'il vous faut des dates, tenez. Ce disant, elle arrachait un almanach épinglé à la muraille et le jetait devant moi sur la table. Il était criblé par places de croix à l'encre. C'était son registre d'observation, son livre d'espionnage, patiemment rédigé jour à jour. « Faites le total !» ricana-t-elle. Je balbutiai. « C'est bien, c'est très bien. » « Oh, j'ai mieux à vous montrer, monsieur Goulven. » Elle tira de la poche de sa jupe une clé rouillée. Du temps de Hamon, c'est moi qui m'occupais de sa chambre dans la tourelle, et il m'avait remis ce double passe que j'ai conservé. Ne me demandiez-vous pas des preuves tantôt? Vous allez être servi. Pensez-vous que votre femme soit couchée? On peut voir. Ne bougez pas, je vais sortir avec mon fanal comme si je me rendais au Panzé. Son absence ne dura pas 2 minutes. Elle dort, la tête au mur, venez. J'obéis, le cœur serré d'une indicible épouvante. Il me semblait suivre une sorcière vers quelque monstrueux sabbat. Devant nous se dressait, mystérieuse et funèbre dans la nuit sans lune, la tour de l'ancien phare désaffecté. Pardon.
Chapitre 11. Une procession de voiles vient d'émerger des profondeurs du septentrion. Ce sont les barques logiviennes, à n'en pas douter. Elles s'avancent comme une troupe de cygnes noirs. Chaque printemps, elles émigrent de la sorte, des confins du Goëlo, emportant une tribu entière, hommes, femmes et les enfants qui ne sont pas encore sevrés. Il ne reste au pays que les aïeuls, pour garder les maisons vides et les lits défaits. 6 mois durant, elles vieillissent là, solitaires, assises sur les seuils à filer de la laine pour les tricots, en attendant les expatriés. Voilà des années que les Logiviens, ou comme on dit ici les Paimpolais, accomplissent périodiquement cet exode vers les eaux de Sein, riches en homards. Ils prennent à l'île leur quartier d'été, s'installent par famille chez l'habitant, qui les exploite le plus qu'il peut et les poignarderait volontiers d'une main, tandis qu'il accepte leur argent de l'autre. Les 2 populations logent sous les mêmes toits, sans jamais se mêler ni se fondre. On cite un seul exemple de Paimpolais ayant épousé une Ilienne. La parenté de la jeune femme aussitôt la répudia. Son propre frère avait juré sa mort. Elle dut fuir avec son mari, gagner sans espoir de retour les rives du Goëlo, où elle ne tarda pas à dépérir de tristesse, de consomption, de nostalgie. Sa dernière parole fut pour supplier l'homme à qui elle s'était donné de ramener son cadavre au cimetière de son bourg natal. Du temps que j'étais au phare de Bodic, nous n'étions séparés de Logivie que par l'estuaire du Trieux. Le plus souvent, lorsque nous avions à nous rendre à Paimpol, c'est là que le bac nous déposait. Les vieilles nous bonjuraient au passage et nous nous arrêtions presque toujours à causer avec elles. Nous avions même noué des relations. Parfois, on nous invitait, selon l'usage de ces contrées hospitalières, à prendre le café. Nous demandions des nouvelles des absents et si leurs lettres annonçaient une pêche fructueuse. On nous faisait des récits sur Sein. La plupart de ces bonnes femmes y avaient été, mais elles n'en parlaient pas moins comme d'une terre étrange, à demi fantastique, perdue dans l'immensité des espaces, par-delà des frontières du monde réel. Elles la voyaient, à travers la brume de leurs souvenirs, sous l'aspect d'une région maudite. C'était pour elles l'île de la désolation, de l'épouvante et de la mort, comme, aux époques anciennes, quand les druidesses des Gaules y sacrifiaient à des idoles de pierre sur des autels sanglants. Pensez donc, pas un arbre, pas une source d'eau vive, pas un chant d'oiseaux bocagés. Les vaches, en guise d'herbe, y paissent du goémon. Et quels sauvages que ces gens de là-bas! Jadis, aucun prêtre ne voulait demeurer parmi eux. On leur donna pour recteur un matelot qui ne savait que ses patenôtres, avec mission de les christianiser à coups de garcettes. Ils pratiquent une religion brutale, une religion fanatique et sans douceur. Ils furent longtemps avant de nous permettre l'accès de leur église. Nous n'avions droit d'assister aux offices que du dehors, par l'entrebâillement des portes. Ce sont tous des pharisiens et des forbans. Puisse votre chance vous préserver d'être jamais envoyé dans ces parages, monsieur Dénès. Qui voit Ouessant voit son sang, mais qui voit le rat n'a plus qu'à dire « hélas ». Ces propos des vénérables Logiviennes nous faisaient sourire, Adèle et moi. Nous les traitions un peu comme des radotages, comme des contes. En combien de réflexions et de commentaires ne s'abîmeront-elles pas les aïeuls du Goëlo quand les homardiers, retour de la campagne de pêche, répandront dans la petite bourgade marine le bruit de la sombre aventure arrivée à Gorlébella. Vous savez bien, Dénès le Léonard, qui fut gardien au phare de Bodic. Vous vous rappelez comme il aimait sa femme, la tant jolie artisane trégoroise, la fille unique au père Lézurec, qui jamais aurait osé prévoir une telle fin à un ménage si heureux. Et les vieilles alors de marmonner, les mains jointes. Un homme si tranquille, Jésus Dieu. Ce sont bien sûr les démons du rat qui l'auront perdu. Les démons du rat. Je crus en vérité sentir sur ma face leur souffle de mort, lorsque, Lilienne ayant ouvert avec précaution la poterne de la tour, je m'engouffrai derrière elle dans l'escalier, que les vacillements de son fanal peuplaient de grimaçantes figures d'ombre,
comme si toutes les furies des ténèbres, accroupies de marche en marche, se fussent levées à son approche pour lui faire honneur. Nous montâmes jusqu'au 2e étage dans un silence sépulcral. « Maintenant, commanda-t-elle, ne bougez plus, vous allez entendre. » Elle entra seule dans la chambre de Louarn et braqua d'un geste brusque le rayon de sa lanterne sur un des angles de la pièce. Je perçus un froissement de plumes, un battement d'ailes. C'était Lara qui se réveillait en sursaut. Ébloui par la lumière subite, il se dandina un instant sur son perchoir, roulant vers l'achevanteau tantôt l'un, tantôt l'autre de ses yeux d'or démesurément agrandis. Celle-ci, toujours plongée dans l'obscurité, fit semblant d'appeler à voix basse. « C'est moi, Hervé !» Le perroquet aussitôt eut un cri strident, suivi d'une avalanche de mots entrecoupés. « Hervé Cox-out »« Hervé dors-tu ?»« Adèle Delaïquez, ma petite Adèle, mon Adèle chérie !» Incapable d'en écouter davantage, je m'élançai sur l'oiseau. Liliane m'arrêta net. « Pas de sottise, monsieur Dénès, à moins que vous ne teniez à tout compromettre et à vous faire arracher les prunelles par surcroît. » L'animal s'était en effet ramassé sur lui-même, le cou hérissé, le bec en avant, prêt à fondre. « Et puis quoi ?» reprit-elle. « Ne cherchiez-vous pas un témoignage ? Vous n'en pouviez souhaiter aucun qui fût plus certain, s'il est vrai, comme on dit, que les bêtes ignorent le mensonge. D'ailleurs, patientez, monsieur Dénès, il y a mieux. » Elle lâcha mon bras, qu'elle avait saisi, posa le fanal sur la planchette de la cheminée et fit jouer le peigne d'une armoire d'attache scellée dans le mur. « Ne vous déplaise, chef, reconnaissez-vous ceci ?» Elle déployait devant moi une espèce de longue blouse blanche, en surat des Indes, que j'avais achetée dans un bazar de Smyrne l'année de nos épousailles. Adèle, en la recevant, avait déclaré « Je veux que ce soit ma chemise de noces ». Le lendemain de la première nuit, elle l'avait lavée, repassée de ses propres mains et l'avait enfermée dans un tiroir secret, après m'avoir fait jurer de l'en revêtir sur son lit de mort si elle me précédait dans la tombe. Jusque-là, qu'elle dorme loin de tout regard au fond de cette commode avec le souvenir de ma virginité. Et voici qu'on me l'exhibait tout à coup, profané par l'adultère, fripé en de sales étreintes, devenu la parure sacrilège de l'impudicité. Instinctivement, je me voilais du coude le visage. J'étais blême de douleur et de honte, comme si cet opprobre, c'était moi qui l'eusse commis, et que j'eusse moi-même livré les mystères de la vie conjugale en pâture à la curiosité publique. L'achevanton répétait, implacable, en secouant le tissu accusateur. « Le reconnaissez-vous » Comme je demeurais planté devant elle, la gorge serrée, sans répondre, « Il ne faut pas qu'il vous reste le plus léger doute, monsieur Dénès. Allons, voyez, touchez, sentez !» Je l'écartai d'un mouvement si brutal qu'elle faillit choir à la renverse sur Lara qui, ne comprenant rien à cette scène insolite, était descendue de ses barreaux et rôdait dans nos jambes en hurlant d'une voix exaspérée des « Paix, cocotte, paix !» En 4 bonds, j'eus dégringolé les marches de l'escalier de pierre. J'avais besoin de me purifier les poumons au grand air de la nuit. Je volais d'une course à travers les landiers jusqu'aux roches de l'extrême pointe, et là, couché sur le dos parmi le romarin, les bras en croix sous ma tête, avec au-dessus de moi le ruissellement infini de la Voie lactée, j'achevais de me préciser à moi-même, méthodiquement, mathématiquement en quelque sorte, tout le détail du plan de vengeance conçu à Kérudavel et dont j'avais, dans ma conversation avec ma femme, posé les premiers jalons. Jamais je ne m'étais senti la pensée aussi énergiquement lucide. Il semblait que la vie de mon cœur broyé se fût réfugiée dans mon cerveau et qu'elle me décuplât, et qu'elle en décuplât les puissances. J'étais presque confondue de voir avec quelle aisance, quelle solidité, tous les fils de ma combinaison se tramaient et se nouaient comme de soie. Il m'en vint une espèce d'exaltation héroïque, l'orgueil de l'homme, qui non seulement n'est plus le jouet des événements, mais au contraire les tient à sa merci. En me relevant, j'aperçus par-delà les courants du Raz, tout pailleté d'un scintillement d'astres, l'œil vert de Gorlébella qui me regardait. « Salut à toi » m'écriai-je dans un accès d'enthousiasme farouche. « Salut à toi, nocturne émeraude des mers du Ponant,
gardienne incorruptible du feu, image vivante de Vesta. Tu sais si je t'ai consciencieusement servi. Parmi les hommes attachés à ton culte, il n'en est pas un qui t'ait donné des gages plus forts de constance et de fidélité. Je ne crois pas que tu aies à me reprocher une seule défaillance. 2 années durant, et bien qu'en proie aux pires obsessions de l'amour, j'ai monté autour de toi une faction sacrée. Tu m'es témoin que jamais le sommeil ne m'a surpris à mon poste. Tout mon honneur, je le mettais à ce que ta flamme brûlât haut et clair et qu'elle resplendît au loin, dans l'espace, multipliée par le rayonnement des prismes, comme la veilleuse des eaux immenses, comme la lampe de l'infini. Si j'ai bien mérité de toi, le moment est proche où tu vas pouvoir m'en récompenser. Te l'ai-je assez murmuré, le nom de cette Adèle à qui tu m'arrachais 8 mois sur 12? Te l'ai-je assez murmuré, dis-moi, le jour, en astiquant tes délicats rouages, la nuit, pieusement assis à mon banc de quart, ainsi qu'un cénobite dans sa stalle de chêne devant le maître-autel. Confidente de mes souvenirs passionnés et de mes larmes, tu as vu de quel cœur je l'idolâtrais. Tandis que j'entretenais ta pure lumière sur les eaux, c'était comme si j'eusse attisé en moi-même l'ardeur dévorante dont cette femme m'avait embrasé. Elle, cependant, mais que t'importe. Apprends seulement ceci. Comme tu fus associé à mon amour, tu vas l'être à ma haine. L'œuvre de justice et de châtiment, c'est à toi que je la réserve. La Trégoroise au front romanesque a souvent exprimé le vœu de dormir, percée par les grandes voies du rat, à l'abri de tes murs inébranlables. Elle y dormira, côte à côte avec son complice, d'un sommeil plus profond que les abîmes qui t'environnent, et tu flamboieras au-dessus de leur couche, tel qu'un cierge d'hymen, le plus beau qui se puisse rêver à des noces humaines, fût-ce à des noces d'éternité. L'œil vert clignota, comme en signe d'acquiescement, puis ce voilà d'une paupière d'ombre, enfin s'éteignit. Je n'attendis pas que l'œil rouge commençât de poindre et, agitant une dernière fois mon bonnet de peau dans la direction du phare, « À bientôt, vieille Gorlébella. Mes compliments au Louarn jusqu'à ce que je lui serve le festin promis. » Je regagnai la caserne en contournant le mur septentrional de l'enceinte afin de rentrer par la grille de façade. Précaution d'ailleurs superflue. Adèle continuait de reposer, la tête au mur, l'épaule droite noyée sous une lourde cascade de cheveux. M'allongerais-je auprès d'elle? La prudence le voulait. Et aussi je ne sais quelle impulsion malsaine contre laquelle se tendaient en vain toutes les énergies de ma haine et de mon dégoût. Une irrésistible attirance m'appelait vers ce corps souillé qui fut Adèle et que je me demandais maintenant de quel nom nommer. La sentir, la frôler seulement, une fois encore, rien qu'une fois. Je me déshabillais avec une hâte fébrile et me glissais dans les draps. Mon contact, sans la réveiller tout à fait, la fit tressaillir. Elle se renversa de mon côté, écarta de la main des mèches errantes sur son visage et balbutia d'une voix de rêve. « Comme tu as froid, mon ami !» J'avais effectivement les membres glacés. Elle, en revanche, sa chair dégageait une chaleur douce qui, peu à peu, m'envahissait, m'enveloppait, me pénétrait de ses frémissants effluves. Comme je ne bougeais, ni ne répondais, elle murmura encore quelques sons inintelligibles et se rendormit. Je demeurai appuyé sur le coude, à écouter son souffle tranquille, aussi ténu qu'un souffle d'enfant. Ses lèvres, qu'elle gardait toujours un peu béantes dans le sommeil, s'entr'ouvraient comme le fascinant calice noir de quelques fleurs empoisonnées. Elles exhalaient vers moi, avec le parfum de son haleine, toute la capiteuse odeur de sa jeunesse mûrissante et de sa pleine beauté. Comment la tentation ne me fut-elle pas venue d'aspirer sur ses lèvres, tant adoré naguère, le philtre, d'autant plus savoureux peut-être qu'il était plus corrompu, de nos inoubliables ivresses d'antan.
Eh oui, prends-la donc, me criaient mes sens affolés. Prends-la furieusement, bestialement, comme une proie de plaisir, comme une fille. Assouvis sur elle ton exécration et qu'elle défaille sous ton étreinte jusqu'à mourir. Mourir. Ce mot suffit à me rendre à moi-même. Je songeais à la mort qui planait, en effet, sur elle, sans qu'elle s'en doutât. Et je m'étonnais soudain à la pensée qu'elle ne soupçonnait rien, qu'elle ne devinait rien, qu'elle se tenait là, pelotonnée contre l'homme qui allait être son bourreau, endormie d'un sommeil si confiant, si calme. Par une sorte de pudeur, je m'éloignai d'elle. Puis, me représentant à l'avance l'effroyable grimace de terreur et de désespoir qui défigurerait cette tête charmante quand elle saurait, je ne pus me défendre de la plaindre et de déplorer très sincèrement, je vous assure, que les jeux inexplicables de la destinée eussent marqué pour une fin aussi barbare la gracieuse demoiselle des trois rois, la jolie Adèle Lézurec. Oh, les grêles sonneries des moutiers dans le soir. Oh, les fumées odorantes de cire ondulant jusqu'à la voûte assombrie de la cathédrale, mêlées à des vapeurs d'encens. Et vous, chemin, vert chemin de Saint-Yves, si propice à la prière et si indulgent à l'amour, où sont, hélas, les serments échangés sous vos ramures, devant la paix religieuse des choses, dans la solennité du crépuscule qui tombait. Voici que, détaché du présent, mon esprit remontait la pente de ma vie ancienne, bercé au bruissement de feuilles sèches que faisaient dans ma mémoire les souvenirs du passé. Je crois même que j'étais sur le point de m'assoupir, lorsque des coups redoublés retentirent à la porte. Une voix rude grogna. « Quand vous voudrez, monsieur Dénès !»« C'est bon, maître Jonathan, dans un quart d'heure, je suis votre homme. » Adèle aussi s'était redressée en sursaut. « Qu'est-ce qu'il y a donc ?» demanda-t-elle, en tournant vers moi de grands yeux vagues, encore ennuagés de sommeil. « Il y a que je pars, rappelle-toi, ma chérie. »« C'est vrai, j'avais oublié. Tes hardes sont là sur la chaise. Désires-tu que je me lève ?»« Ça non, je veux que tu te rendormes vite, au contraire. » Elle resta toutefois sur son séant jusqu'à ce que je fusse entièrement vêtue. Quand je m'approchai pour prendre congé, elle m'enlaça le cou de ses bras nus et, sa bouche suspendue à la mienne, chuchota. Cherche un peu quel rêve je faisais quand ce rustre de Jonathan a heurté. Et si je ne trouve pas ? Tant pis, va-t'en, vilain, ce sera pour quand tu reviendras. Kenavo. Et elle se laissa choir sur l'oreiller, toute rose dans la mer de ses cheveux sombres. Je n'attendis même pas d'être dehors pour essuyer du revers de la manche son immonde baiser. Et c'est la fin du chapitre 11. Et ce sera la fin de cette lecture pour moi. Pas de commentaires pour l'instant. Un poème ou deux. Nostalgie. C'est vers la mer de Goëlo que je fais voile et que je songe, vers la forêt au bord de l'eau, les rocs noirs que la mer ronge, la terre où les bois pluvieux semblent mouiller l'eau qui les mouille, où les hêtres silencieux tendent au soir leur front de rouille, les ports voilés où les yeux ronds d'un phare au loin percent la brume, sentant le fer et le goudron, le filin roux, l'algue et l'écume. C'est vers la mer de Goëlo, vers les rocs noirs que le flot ronge, et la forêt au bord de l'eau, que mon cœur vogue et que je songe.
Dans ma une. Dans ma une, le temps passe. Mes yeux ne voient que l'espace, la mer qui ne finit plus, et l'immense ciel qui coule de si haut sur notre houle. Le ciel, sans flux ni reflux. Dans la nuit noire où la lune, je pense à ma pâle brune Anne-Marie aux yeux bleus. Je revois son doux sourire que j'ai baisé pour lui dire « Anne, disons-nous adieu ». Cachant ses pleurs sur la rive, près d'elle la mer arrive. Et puis, comme des îlots, elles ont fui mes prunelles. Gardez, gardez-moi pour elles, ô Notre-Dame des flots. Voilà, c'était André Suarez. J'ai ouvert au hasard. J'avais pris ça au hasard, c'est drôle. J'ai les yeux secs, excusez-moi. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'aurais bien aimé chanter quelque chose. J'ai une chanson c'est pas une chanson idiote. C'est une chanson dont je ne comprenais pas du tout le sens quand j'étais petite, mais que j'aimais, qui me faisait... Je sais pas, je la connaissais, je l'aimais bien, j'aimais la voix et je la trouvais légère et pas du tout. Enfin, non, je la trouvais pas légère, mais je ne sais pas, je l'aimais tout simplement. Mais je vais pas me rappeler des paroles vraiment. Alors attendez, j'essaie d'être rapide, efficace. Est-ce que je sais faire ça? Je vais tenter. Pardon pour le bruit. J'ai tout mangé le chocolat, j'ai tout fumé les craven. Ah, et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux, j'ai tout découpé tes rideaux, tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bahut, j'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu. J'ai tout brûlé le beau tapis, j'ai tout scié les pieds du lit, tout décousu tes beaux habits et mis le feu à la penderie. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Fallait pas casser mon cœur, me laisser sans babysitter. Je fais rien que des bêtises quand mes yeux pleurent. J'ai tout renversé les poubelles, j'ai tout pilé la belle vaisselle. Attends, c'est pas tout à fait tout, aussi dépenser. Je me suis trompée. Aussi dépenser tous tes sous. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Je fais rien que des bêtises quand mes yeux pleurent. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat.
Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Je trouve cette réaction beaucoup plus saine, néanmoins. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai jamais réagi comme ça non plus. Peut-être que j'aurais dû. Je ne sais pas. Je n'ai jamais commis de meurtre non plus. Des nouvelles choses à essayer. Non, je plaisante. Évidemment que je plaisante. Ouh là 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 là. Non, non, non. Merci. Enfin, pour tout ça, il faut... Pardon, je rigole. Je m'amuse toute seule. Très bien, eh bien, je vous souhaite une belle soirée, beaucoup de douceur, beaucoup de calme, beaucoup de tendresse et d'amour, voilà. Et pas du tout ce que j'ai lu et ce que j'ai chanté. Voilà, beaucoup d'amour, de tendresse, de communication et d'entente. Voilà. Faites bien attention à vous surtout. Merci.